Choupinet et Choupinette, bonjour. Mon nom est Lily Lota et je suis votre chef de cabine. Le commandant Loulou et l'ensemble de l'équipage ont le plaisir de vous recevoir à bord de ce vol Oni Airways à destination de Kauai Land. Notre temps de vol sera de minutes, beau temps sur le trajet avec quelques nuages de paillettes prévus en approche. Si vous regardez sur la gauche de l'appareil, vous pourrez peut-être apercevoir un troupeau de licornes, des chatons pelucheux, ainsi qu'une petite famille de lapinous qui pètent des arcs-en-ciel. Les téléphones portables doivent maintenant être allumés et devront le rester jusqu'à la fin de cette vidéo. Au nom d'Oni Airways et de ses partenaires, nous vous souhaitons un très bon voyage. S'il y a bien un terme que tous les aficionados du Japon connaissent sur le bout des doigts, c'est bien celui de kawaii. Maintes fois estropié en kawaii, Don't I look kawaii? Placé de manière totalement random dans une conversation pour faire et même parfois moqué par quelques détracteurs, qu'en est-il de son sens réel? S'il est difficile de connaître son origine exacte d'un point de vue strictement étymologique, en effet, certaines sources le disent issu de deux mots combinés, Kao Hayushi et de Mabayui, quand d'autres accordent sa paternité au terme Kawayushi, terme datant de l'ère Taisho. Sa définition, elle, ne fait absolument aucun doute. Si pour des raisons de commodité, nous autres Français avons choisi de le traduire par « mignon », sa signification s'avère en fait un brin plus complexe. Car plus qu'un mot, c'est une culture, un état d'esprit, une façon d'être qui se caractérise par un savant mélange de pureté, d'innocence et de beauté. Mais en plus d'être associé à un adjectif fort sympathique, le kawaii constitue un élément à part entière de la société japonaise moderne, recouvrant des implications sociales, économiques et même parfois politiques. Qu'il s'agisse de divertissement, vêtements ou nourriture, la culture du mignon a su s'imposer massivement et durablement dans la vie quotidienne de l'archipel. Alors, pourquoi un tel phénomène ? Je vous invite à vous saisir d'une loupe, de votre chapeau de Sherlock Holmes, car nous partons de ce pas pour mener l'enquête. Si la culture kawaii telle que nous la connaissons aujourd'hui a véritablement pris naissance à partir des années 70, il semblerait en fait qu'elle ait toujours plus ou moins existé sous des formes diverses. Selon Sugiyama Tomoyuki, auteur de Cool Japan, l'on retrouve la trace d'une mode du mignon à partir de l'ère Edo, avec des phénomènes populaires comme le netsuke, objet vestimentaire inventé pour pallier l'absence de poche sur un kimono. Et l'on peut remonter encore plus loin dans le temps, à l'ère Heian, où il n'était déjà pas rare d'ajouter des caractéristiques humaines ou animales aux objets animés, ce qui le rendrait ainsi plus vivant et plus susceptible de susciter de l'affection chez celui qui l'observe. Car oui, le porteur du gène kawaii, fût-il un objet ou un animal, doit inspirer la sympathie, la capacité à être aimé. C'est ça, être aimable. Voilà le secret, la base. Mais avançons un peu plus loin dans le temps, voulez-vous ? Car c'est véritablement à partir du XXe siècle que la culture kawaii commence à se forger sa remarquable identité. Avec des influences majeures, comme le peintre et poète Yumeji Takehisa, qui, aux alentours de 1914, fut l'un des premiers à doter ses personnages de grands yeux en s'inspirant des courants artistiques occidentaux et à qualifier son travail de kawaii. Ou bien encore, un peu plus tard, de Katsuji Matsumoto, pionnier du genre shoujo, histoire illustrée destinée aux jeunes filles, avec son Kurukuru Kurumi-chan. Avec ses grands yeux ronds et son visage sympathique, Kurumi-chan servit même de source d'encouragement pour les Japonais durant la Seconde Guerre mondiale, au même titre que Momotaro, l'enfant pêche, le protagoniste principal de l'un des premiers films animés à visée propagandiste. Mais me croirez-vous si je vous dis que l'émergence du kawaii est intrinsèquement liée à l'utilisation de stylos mécaniques ? Vous savez, ces crayons à mine rechargeable ou critérium qu'il était impératif d'avoir en cours de maths. Les élèves qui viennent en cours de maths sans leur matériel connaîtront une vie de souffrance et de clochardise et seront forcés de manger du gravier pour survivre. C'est un fait scientifiquement prouvé. Au revoir. Eh bien, c'est pourtant la plus stricte vérité.
Dans les années 70, de plus en plus d'adolescentes japonaises s'emparent de cet outil et voient ainsi leur style d'écriture se transformer radicalement. Quand les pinceaux contraignaient alors à des lignes épaisses et droites, la mine ultra fine de ces crayons permet, elle, une plus grande fantaisie. C'est ainsi que les caractères grossissent, s'arrondissent et sont même agrémentés de toutes sortes de petits dessins, ancêtres des désormais célèbres emoji. D'abord controversé et provoquant même parfois des renvois au sein des écoles nippones, ce style d'écriture finit pourtant par s'imposer au sein des familles, chose qui ne tarde pas à attirer l'attention des grandes firmes qui cherchent à rajeunir leur image. C'est en s'inspirant de ce phénomène grandissant qu'en 1974, la société Sanrio demande à l'une de ses stylistes, Shimizu Yuko, de créer une mascotte qui pourrait correspondre à la devise de l'entreprise qui est Social Communication. D'abord envisagée sous le nom de Hi Kitty, le personnage dépourvu de bouche, puisqu'elle parle avec son cœur, sera finalement baptisé Haro Kitty ou Kitty Hoaito. Haute comme 3 pommes et ne pesant guère plus, cette petite fille à l'allure de chat, tout enrubannée de rouge, est originaire de Londres, qui était une destination particulièrement prisée par les jeunes japonaises à l'époque, et elle aime jouer du piano, manger des bonbons et cuisiner des cookies. Étant dans un premier temps destinée aux enfants, elle rencontre un succès immédiat dans toutes les tranches d'âge, en raison de son design simple et mignon à la fois, ainsi que du coût très faible de ses produits dérivés. Figure incontournable de la culture kawaii, elle finit même par devenir le second personnage franchisé le plus rentable de tous les temps, juste derrière ceux de la licence Pokémon, avec un total de 80 milliards de recettes générées depuis sa création. Mais c'est au cours des années 80-90 que le kawaii devient l'un des éléments essentiels de l'identité adolescente japonaise, représentant même l'acte ultime de rébellion contre la culture traditionnelle. Sharon Kinsella, auteur de l'article « Cuties in Japan », explique « Le désir irrésistible des jeunes japonais était d'échapper aux restrictions régissant leur vie, de se réfugier dans l'immaturité et s'éloigner de valeurs telles que l'autodiscipline, la responsabilité. En réponse au port de l'uniforme qui, des bancs de l'école aux cubicules des entreprises, reste un quasi-impératif dans la vie du japonais moyen, la demande de kawaii finit donc par s'étendre aux vêtements. Très vite, l'industrie en pleine expansion et le besoin d'exprimer une certaine forme d'individualité aidant, plusieurs courants alternatifs, comme le lolita, le decora ou bien encore le gyaru, émergent des lieux de Tokyo fréquentés par les jeunes, comme ceux des désormais célèbres Harajuku et Takeshita-dori. Porté par la fougue d'une jeunesse en quête d'identité, le phénomène kawaii s'impose partout. D'une multitude de sous-genres vestimentaires et autres dérivés, à la nourriture, aux objets de la vie quotidienne, il finit même par atteindre les sphères de la musique grand public, avec l'apparition des premières idoles et autres groupes faisant la promotion d'un courant positif, coloré et enfantin. Comme beaucoup de tendances adolescentes ayant traversé le XXe siècle, le kawaii fait vendre. Et ça, l'industrie l'a bien compris. Présente sur tous les fronts, des médias au marketing, elle connaît un développement considérable et ne tarde pas à séduire d'autres tranches d'âge. Jeunes, vieux, hommes, femmes, tous succombent à la fièvre de la mignonité. Mais qu'est-ce qui provoque cet emballement populaire et médiatique? Pourquoi sommes-nous irrésistiblement attirés par le kawaii? C'est à cette question qu'a tenté de répondre le professeur Mitono Hiroshi de l'université d'Hiroshima lors d'une étude menée en 2012. Les résultats de sa recherche semblent indiquer qu'une exposition à des images mignonnes, ici des bébés animaux, augmenterait significativement les capacités de concentration des individus et réduirait leur stress. Ils seraient ainsi plus détendus et aborderaient les tâches à accomplir avec plus de calme et d'efficacité, notamment concernant l'attention aux détails. Car oui, l'être humain est prédisposé à répondre positivement lorsqu'il est exposé à des traits considérés comme mignons et dits néonataux ou de bébés, que l'on retrouve chez la plupart des petits de chaque espèce. Ceux-ci se caractérisent par une large tête, un front haut et protubérant, de grands yeux. Ce schéma particulier éveille chez l'humain un désir de protection. Il s'agit d'une réaction ancrée dans notre comportement depuis des temps immémoriaux, nous empêchant de faire du mal à nos petits et ainsi assurer la pérennité de l'espèce.
Ce mécanisme inconscient qui nous pousse à dire « Oh !» à la vue d'un petit chaton par exemple. Donc oui, en plus de faire indéniablement marcher l'industrie, le kawaii serait également promu et même encouragé à des fins thérapeutiques. Le professeur Hiroshi défend même l'idée qu'exposer le travailleur japonais à des images mignonnes serait une excellente méthode pour remédier aux maux engendrés par la culture du travail. De nos jours, on le trouve absolument partout. Des grandes entreprises au petit commerce, des administrations au gouvernement lui-même, tous possèdent une mascotte officielle, aussi appelée Yuru Chara, pour mieux proposer leurs services au public. Souhaitant casser son image de société rigide et traditionnelle auprès du monde extérieur, le ministère japonais des Affaires étrangères s'est même vu chargé de répandre la bonne parole du mignon à travers le monde avec l'aide de ses ambassadrices de charme, avec les excellents résultats que l'on connaît. Toutefois, si la culture kawaii n'a jamais été aussi présente qu'aujourd'hui au sein de la société japonaise, l'on peut toutefois noter le caractère de son évolution au cours de ces dernières années. Car les temps changent et les gens aussi. Les femmes japonaises sont aujourd'hui plus indépendantes, plus affirmées qu'elles ne le furent autrefois, et le kawaii a su évoluer pour refléter ce changement de mentalité. Quand des figures très lisses et fleurs bleues comme Hello Kitty ont perdu en popularité, l'on a pu assister à l'éclosion de personnages à l'attitude plus réaliste, comme Gudetama, l'œuf paresseux, Kaoru, l'héroïne de la série Rilakumato Kaoru-san, qui aborde des thèmes comme la précarité de l'emploi, la solitude et les problèmes financiers, ou bien encore Retsuko, de l'anime Aguretsuko, une employée de bureau fan de métal au caractère bien trempé. Le monde des modes alternatives a lui aussi vu son visage changer au cours des 10 dernières années. Si les courants fondateurs, comme le Lolita, ont su résister à l'épreuve du temps, d'autres, plus sombres et cyniques, sont parvenus à émerger de la douceur et des fanfreluches des débuts, à l'instar du Menera, qui se base sur le thème de la santé mentale, ou encore les styles Yami et Goro, kawaii agrémentés d'images creepy ou gore. Au Japon, comme nous venons de le voir, l'idée de kawaii va totalement de soi. Elle fait partie intégrante de la culture moderne et n'est pas confinée à l'enfance ou à la vaste plaisanterie. Si la société nippone est loin d'être idéale et souffre de différentes problématiques qu'il serait trop long de vous exposer ici, je trouve malgré tout intéressant que les adultes, quel que soit leur sexe ou leur âge, puissent avoir des instants de lâcher prise sans pour autant subir le courroux de leurs contemporains. Car aux yeux de notre bon vieux monde occidental, la fantaisie est souvent perçue comme un manque de maturité ou pire, une provocation. L'adulte doit être gris, terne et chiant comme la pluie, comme si l'extravagance rendait forcément irresponsable. Ce stéréotype ayant la vie dure, il est ainsi très compliqué d'aborder un style différent ou de s'adonner à des loisirs dits enfantins sans s'exposer à des regards désapprobateurs, quand ce n'est tout simplement pas des insultes, voire des agressions physiques. Mais si nous ne sommes peut-être pas encore prêts de voir le kawaii s'imposer dans les rues européennes, les mentalités commencent à évoluer vers plus d'ouverture et de tolérance. La production et diffusion d'animés par le biais de plateformes comme Netflix rendent ce genre beaucoup plus accessible. Le jeu vidéo, les comics, mangas ne sont plus considérés comme des loisirs pour gamins et une activité telle que le cosplay est aujourd'hui vue comme un véritable artisanat et bénéficie même parfois de retransmissions télé. Les membres de la génération Club Dorothée sont aujourd'hui des membres actifs de la société et participent à faire changer les mentalités. Car oui, l'on peut être une sorte de geek, nerd, otaku, tout en ayant la capacité de s'ouvrir à d'autres formes d'art. Oui, l'on peut aimer le rose, les paillettes et les licornes sans que cela ne fasse de nous des irresponsables immatures. Non, les mangas et animés n'ont pas fait de nous des générations de nazis pédophiles dégénérés. Alors, certes, le chemin à parcourir est encore long, mais je n'abandonne pas l'idée qu'un jour, tous ces préjugés disparaîtront. En attendant quoi, l'essentiel est de continuer à s'émerveiller, rêver, imaginer, pour ne pas devenir l'adulte qui voit un chapeau quand on lui montre un boa qui vient d'avaler un éléphant. Ce second numéro est à présent terminé et j'espère qu'il aura pu vous apporter quelques éléments de réponse au sujet de la culture kawaii.
Bien entendu, pour des raisons de format et de commodité, il s'agit d'une présentation non exhaustive et les opinions que j'y présente sont avant tout personnelles. Si vous souhaitez approfondir vos connaissances, notamment sur des sujets comme la culture du travail au Japon, qu'il nous aurait été difficile d'aborder en détail ici, vous trouverez des liens vers des sources qui me semblent pertinentes en description. Je vous invite à ouvrir le débat, à me contredire si besoin, car je suis toujours ravie de vous lire et d'échanger avec vous. Je vous donne rendez-vous très vite pour la suite de nos aventures. Prenez soin de vous, de gros bisous, bye bye!